j'ai la chance d'avoir sur mon plateau Isabelle Karkov, qui est vice-présidente de la communauté urbaine de Dunkerque et aussi qui est vice-présidente, bien entendu, de la mission Écoterre, partenaire évidemment du CIVIM. William Schumann, pardon, qui est président de TCRM Blida et qui est aussi conseiller municipal délégué de la ville de Metz et conseiller communautaire également de Metz Métropole. Benoît Malmana, directeur général de l'écosystème d'innovation québécois IVEO, qui est aussi coordinateur du CIVIM. Louis Montagne, qui est notre commissaire d'expo du CIVIM, qui est en train de se positionner en tant qu'entrepreneur sur les accompagnements à maîtrise d'ouvrage des territoires pour justement les aider à focaliser sur leurs innovations. Florence Durand, qui vient d'arriver avec nous et qui va nous rejoindre, qui est déléguée générale et fondatrice du réseau associatif Ville Internet. Jeanne Carrez-Deboc, qui est responsable du programme Smart City à la Banque des Territoires. Et enfin, Aurélien Briette, directeur des transitions territoriales, numérique, environnement de la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer. Donc c'est une table ronde très riche. On va essayer qu'elle soit la plus interactive possible. J'avais demandé à ce qu'on voit un peu les thématiques des questions. Certains m'ont répondu, mais pas tous. Donc du coup, ce que je vais proposer, c'est déjà qu'on ait le point de vue d'un entrepreneur, Louis Montagne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'il y a besoin d'accompagner l'innovation en ville médiane. Tu es donc fondateur d'AF83, une entreprise qui a voulu marquer sa connexion entre San Francisco et Paris à travers le titre de l'avion AF83. Actuellement, tu positionnes ton entreprise sur l'accompagnement des villes médianes en termes d'innovation et justement que tu sens qu'il y a un véritable enjeu. Pourquoi un entrepreneur pense qu'aujourd'hui il y a un enjeu d'accompagnement sur les villes médianes et pourquoi tu positionnes ton entreprise dessus? Bonjour à tous, j'espère que vous vous êtes fait plaisir sur les démonstrateurs. Ça a été de nombreuses heures de boulot et ça a été un boulot très enrichissant, à la fois de découverte et pas mal de défis aussi, parce que c'est un événement qui s'est monté vite. Nous, on est une entreprise d'une trentaine de personnes basée à Paris, qui à l'origine s'est créée sur la notion de développement. Et le nom AF83, ça vient du vol-retour San Francisco-Paris. On est revenu avec plein d'idées et on s'est dit il y a des choses à faire dans le web. C'était il y a 12 ans. Assez vite, on a rajouté cette notion de design d'expérience et de design d'expérience utilisateur. On a appliqué des méthodes de design thinking, on est devenus des vrais designers. Et chemin faisant, on s'est aussi aperçu que ces méthodes de design, au-delà d'aider nos gros clients à faire leur transition numérique, leur transformation numérique, et à les aider à faire les applications, ça peut aussi servir à du conseil en fait. Et donc on peut utiliser les mêmes méthodes de design thinking dans le cadre de conseils, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, et notamment quand on va rencontrer des collectivités pour les accompagner dans leur mouvement vers le numérique ou leur mouvement vers la ville intelligente et la Smart City. Et pour répondre précisément à la question, on a pas mal discuté avec un certain nombre de collectivités et à force d'entendre moyens, on s'est dit il y a quelque chose à faire, une sorte de revanche de la ville médiane. On arrête d'appeler ça moyen. On essaie de construire une sorte de valeur dans le territoire et dans la ville et on applique nos méthodes de design et de travail et donc du coup on va chercher le meilleur de cette petite ville, de ce petit territoire, quel qu'il soit. On va chercher le meilleur en termes de réalisation locale mais aussi en termes d'envie. Parce qu'en fait on s'est aperçu aussi que tout ce qu'on faisait, ça dépendait beaucoup des gens. Et évidemment une collectivité, surtout quand elle est médiane, ça dépend énormément des gens et du territoire. Et c'est ça qui nous a donné envie et donc on a commencé avec l'agglomération de Nevers que j'espère on va pouvoir emmener très loin sur les sujets de la Smart City. Et puis en faisant aussi Nevers, on s'est aperçu qu'il y avait probablement des choses à faire entre les villes médianes. Et en organisant le CIVIM, on s'est aussi aperçu qu'il y avait des choses à faire entre les villes médianes de différents pays. Ce qui a été assez incroyable, Benoît en parlera. C'est quelque chose d'assez fort. Voilà. Isabelle, donc on sent qu'aujourd'hui, sur cette idée d'innovation, il y a besoin de formaliser le plus de choses possible. Donc j'ai montré qu'il y avait des enjeux forts économiques. Je voulais commencer par montrer que ça pouvait devenir des projets de développement économique d'entreprise, d'accompagner les collectivités territoriales à se structurer. Je pense que dans la stratégie que tu as développée
pour la communauté de Dunkerque, il y avait ce besoin de formaliser les projets. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui. Il n'y a jamais de chance avec les micros. Et puis ce matin, ça me poursuit. En fait, il ne faut pas que je parle. Oui, effectivement, on a eu le besoin de structurer notre pensée et surtout notre vision politique des choses. Je pense qu'en tant que collectivité, on ne peut pas rester à côté, on ne peut pas rester sur le chemin. On doit accompagner nos entreprises et nous, on a commencé d'abord pour les accompagner, il faut qu'on soit nous-mêmes structurés. Donc à la communauté urbaine de Dunkerque, on a nommé un VP au numérique et on l'a doté d'une mission numérique. Donc j'ai 3 personnes qui sont issues d'horizons divers, de la communication ou des réseaux informatiques. Mais par contre, cette mission a été placée sous la direction de la communication. Donc c'est pas du tout la DSI, donc pas les infrastructures qui gèrent. Je pense que c'est tout aussi important parce que la vision communicante et communicative, c'est pas la même chose que de travailler techniquement. Donc ça permet de donner du sens, de lier. Après, on a fait un second constat, c'est que c'est pas, je le disais ce matin, c'est pas le plein emploi sur le territoire dunkerquois. À un moment, pour faire tourner l'économie, c'est vrai qu'on a encore beaucoup d'industries, mais pendant combien de temps? Donc à un moment, on se dit qu'il faut accompagner notre territoire au changement. Et accompagner notre territoire au changement, ça passe aussi par un changement de culture. Et donc ça passe par une acculturation de l'entrepreneuriat. Ça nous oblige, nous, collectivités, à repenser un mode de faire également. Donc on a écrit un projet communautaire en 2015, validé fin d'année. Et à l'issue de ce projet communautaire, on a écrit notre schéma des usages. Parce qu'on ne peut pas aller sur tous les territoires, on ne peut pas aller sur toutes les thématiques. Parce qu'on a des savoir-faire par territoire et je disais qu'il faudrait plutôt qu'on soit complémentaires plutôt que d'être en concurrence les uns et les autres. Sur Dunkerque, c'est plutôt l'industrie, c'est plutôt le port. Et donc, on a écrit une stratégie numérique qui est déclinée en plusieurs axes que je ne vais pas vous développer, sinon ça prendrait trop de temps et plusieurs points. Et sur ces axes, on lance régulièrement des appels à projets donc, auprès de nos startups. Et à l'issue de ces appels à projets, ils passent devant un jury, ils sont accompagnés. Ils sont aussi accompagnés par des grands comptes parce qu'on va aussi chercher des fonds, y compris ce qu'on appelle les fonds FEDER au niveau européen, qui leur permet de développer les solutions. C'est comme ça qu'on a, et je vais lui faire un petit clin d'œil parce qu'il est juste devant, qu'on a co-construit la solution Ecoméri que vous avez trouvée tout à l'heure sur l'un des stands. C'est parce qu'ils sont venus avec leurs propres constats. On avait des besoins, ils n'avaient pas les moyens de la mettre en place et on a servi de territoire de démonstration et aujourd'hui ils essaiment un peu partout. Et donc c'est ce qu'on essaie de construire et c'est ce qu'on essaie de travailler au quotidien, c'est de mettre en cohérence et en synergie, soit un accompagnement en co-design ou en co-construction, soit un accompagnement financier puisqu'on a aussi mis en place des fonds de ce qu'on appelle des fonds d'innovation croissance à la communauté urbaine, donc ça permet à une start-up de démarrer. Et puis à côté de ça, on travaille aussi sur des solutions d'hébergement. Donc on récupère des locaux pour y mettre nos startups pour qu'ils puissent grandir sereinement. Isabelle, merci. Donc on voit qu'il y a besoin de structuration. On va laisser passer l'annonce. Donc on voit qu'il y a un besoin de... Bon, écoutez les enfants, moi je me dis je rentre chez moi. Elle est smart la city, elle est fair. C'est 9h, on est dans une ville de rugby. C'est une stratégie de développement par le sport, donc on l'affiche haut et fort. Donc pour ceux qui ne vont pas au rugby, donc on voit que, en tout cas, il y a besoin de structuration. Et je voudrais voir un peu, on va quitter donc la France, on va passer de l'autre côté de l'Atlantique pour voir que sur le Québec, il y avait que ce besoin de structuration, d'accompagnement, s'est focalisé sur un réseau de collectivités territoriales qu'on notamment choisi sur une thématique qui est bien précise pour avancer ensemble, qui est la thématique des mobilités. Finalement de mutualiser et de prendre le risque d'innover ensemble et de partager des innovations. Benoît Palmana, peux-tu nous en dire deux mots? Oui, ben merci Jérémy. Puis ça va rebondir avec ce qui a été dit à la fois par Louis puis Madame Kerkhoff. Donc déjà pour confirmer,
Donc déjà, on voudrait confirmer que même si on est de l'autre côté de l'Atlantique, on a les mêmes enjeux. Puis vous avez sans doute croisé beaucoup de mes collègues québécois. On est plus d'une quarantaine à être venus ici au CIVIM, avec une dizaine de municipalités, des petites et des moyennes. Je disais tout à l'heure, il y a des villes avec nous qui ont 5000 habitants, qui se sont déplacés, que c'est sans doute leur première expérience à l'international. Donc l'enjeu des villes médianes, on le vit aussi au Québec, et ce besoin d'accompagnement que Louis mentionnait, on le vit, et c'est pour ça que notre organisme a été mis en place donc pour soutenir le développement de ces villes, surtout pour qu'elles puissent déployer sur leur territoire de l'innovation. Ce qu'on veut dire, et on le voit aujourd'hui dans le salon, c'est que l'innovation, ce n'est pas juste dédié pour les grandes métropoles, mais que même une petite et une moyenne ville, elle a droit d'innover, puis elle peut déployer sur son territoire d'innovation. Donc là-dessus, on rejoint tout à fait le besoin d'accompagnement que Louis mentionnait, parce que même si les villes ont le droit, elles ont quand même des capacités qui sont plus petites et des capacités limitées par rapport aux grandes métropoles, donc elles ont besoin de plus de soutien. Et là où je rejoins Mme Kerkhoff, c'est un peu l'approche duale qu'on a, c'est que oui, on va aider les municipalités à déployer de l'innovation, à absorber l'innovation sur leur territoire, mais on a aussi l'autre côté qui est d'aider des entreprises qui font de l'innovation à accéder finalement à leurs premiers clients, à leur première vitrine, à leur premier projet de démonstration. Donc on va faire en même temps de l'accompagnement des villes, mais aussi on va aider les entreprises qui ont développé de l'innovation à accéder au marché. Vous savez, dans l'innovation, la recherche et développement, c'est souvent quelque chose qui est bien supporté, dans lequel il y a beaucoup de financement. Mais quand on arrive à la commercialisation, c'est plus compliqué. Mais la recherche et développement sans commercialisation, c'est de l'argent qui a été mal investi. Donc, en faisant le pont entre des entreprises qui développent des innovations, puis des villes qui ont besoin d'absorber de l'innovation, on travaille à ces deux niveaux, développement territorial, mais aussi développement économique et valorisation de l'innovation. Donc c'est un peu l'approche qu'on soutient chez IVEO. William Schuman, donc du coup, on l'a vu sur ce besoin de structuration. Qu'est-ce que vous pensez de la démarche d'IVEO? Comment sur la communauté de Metz, est-ce que vous êtes partie prenante d'un réseau? Comment vous avez structuré votre démarche d'innovation? Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots et après rebondir un peu sur cette idée d'IVEO telle que vous l'avez comprise? Écoutez, d'abord, moi, je ne peux vous parler que de ce que je connais. En l'occurrence, si vous m'accordez 4 minutes, j'ai fait 4 minutes, enfin, je vais vous dire en 4 minutes pour à peu près 1200, enfin, un petit peu moins que vous. 5 minutes même. 5 minutes, Prenez merci, votre alors c'est une minute de plus. Pour ceux qui savent à peu près où se trouve Metz, vous êtes aux frontières, c'est-à-dire le Luxembourg qui est un start-up land, vous avez l'Allemagne qui est pas très loin, vous avez la Belgique, vous avez un sillon qui s'appelle le sillon lorrain, vous partez de Thionville, vous passez par Metz, ensuite vous rejoignez notre ville sœur, aujourd'hui Nancy, et vous allez jusqu'à Épinal. C'est un territoire qui est en demande de renouvellement de son image. Je ne vais pas vous faire le coup de la perte des militaires. Première place forte militaire, Metz. C'est un territoire aussi, vous connaissez l'histoire de la sidérurgie, donc il faut nous réinventer. Je ne suis pas dans les discours, je suis dans les actes. Alors qu'est-ce qu'on réinvente? On réinvente deux choses, je fais vite. Un centre Pompidou à Metz. Prenez votre temps, franchement, il y a du temps. Merci. Un centre Pompidou. Non, mais je vais vraiment gagner les 5 minutes. Un centre Pompidou à Metz dédié à l'art moderne et l'art contemporain. Je vous invite à le visiter. Une labellisation Arentech. Et ça, qui s'appelle TCRM Blida, pour ceux qui en ont déjà peut-être entendu parler, c'est-à-dire un tiers-lieu de 28 000 m² que j'ai l'honneur de présider. C'est-à-dire aujourd'hui une structure où nous avons acté 12 millions d'euros de travaux, de telle sorte que nous puissions avoir une centaine, aujourd'hui il y a à peu près 70 structures qui travaillent, artistes, start-up, journalistes, journaux, il y a un journal qui s'appelle le Journal de la Semaine, télévision, la télévision locale qui s'appelle Via Mirabel, qui elle-même s'inscrit dans un réseau de télévision locale, avec une restauration, de telle sorte pour revenir au territoire, redonner de la fierté, ça c'est très important, redonner de la fierté aux habitants du territoire, cristalliser les intelligences, faire en sorte que les jeunes que nous avons formés dans nos IUT, dans nos BTS, dans nos universités ne partent pas, n'aillent pas voir ailleurs, montrer que nous avons aussi des qualités de vie
extrêmement importantes, des qualités de transport, qui ne sont pas obligés de se lever à 6 h du matin pour aller travailler de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire au Luxembourg, pour caricaturer, mais c'est quand même un peu ça. Donc c'est un enjeu politique extrêmement important. Le sillon mosellan, c'est un sillon qui a été labellisé, comme vous le savez, French Tech. C'est le seul label French Tech du Grand Est. Nous en sommes extrêmement fiers. Et donc, c'est pour ça que j'étais très heureux, et je suis très heureux de venir ici, pour vous dire effectivement ce qu'il en est. Maintenant, je n'ai pas, moi je vous le dis clairement, je n'ai pas la compétence de juger ou de comparer ce qui se peut faire au Canada. Ce qui nous a semblé extrêmement important en tout cas, c'est que le développement des startups doivent s'inscrire dans une histoire, dans un lieu. Les 28 000 mètres carrés du lieu, c'est les anciens abattoirs de la ville de Metz, un lieu pas très sexy qu'on est en train de si j'ose dire, de renouveler en face d'une caserne. Donc il s'agit de réenchanter, si j'ose dire, les anciennes friches industrielles, d'une part, et puis surtout faire le lien avec la dimension artistique. Ça nous semble extrêmement important. Hein. Encore une fois, nous avons créé aussi, c'est très récent, une nouvelle structure qui s'appelle Inspire Metz, peut-être vous en avez entendu parler, où vraiment le label, enfin le thème, c'est art et technique. C'est là-dessus que nous travaillons. On en a encore, à mon avis, pour quelques années, mais nous nous en donnons les moyens. Hein. Donc c'est une association, mais on retrouve les grands acteurs publics, la ville de Metz, la nouvelle la nouvelle communauté de communes qui est aujourd'hui la métropole de Metz, hein, qui est la dernière et la plus jeune des métropoles, puisqu'elle a été créée, les métropoles, il y a quelques mois. Et donc voilà, c'est avant tout se redécouvrir une nouvelle image et créer de la richesse. Ce qu'on voit en tout cas, si je résume un peu sur l'innovation, c'est qu'il y a un constat qui était partagé, on en avait discuté aussi avec Isabelle, qui était aussi dit à différents moments par le maire de Shawinigan, sur le fait qu'il y a plein de villes médianes qui ont dû penser un renouvellement de leur stratégie suite à leur désindustrialisation. Et donc elles se sont retrouvées effectivement avec différentes friches industrielles et elles ont dû repenser des nouvelles stratégies économiques pour pouvoir recréer de l'emploi. Donc on a compris que vous, votre stratégie en tout cas n'était pas d'être dans un réseau pour l'instant. Ah si je peux me permettre, parce que juste encore un mot, je parlais du sillon lorrain. Ce sillon commence avec une ville médiane, pour reprendre les catégories, c'est Thionville, Metz qui ne l'est pas, Nancy qui ne l'est pas, et qui termine avec Épinal. Hein. Bien au contraire, nous nous inscrivons, les deux villes-centres que sont Nancy et Metz portent amicalement, je dirais même fraternellement, les quatre bâtiments totems, puisqu'il y aura un bâtiment totem à Thionville, il y en a un à Metz, il y en a bientôt un, enfin il y en a un à Nancy, et il y en a un à Épinal. Non, il y a au contraire un maillage, il y a un réseau, et puis vous avez des villes encore, entre guillemets, plus petites, j'aime pas cette expression, il n'y a pas de villes petites, comme Saint-Dié-des-Vosges, pour ceux qui connaissent, qui eux-mêmes vont être reliés à Épinal. Au contraire, non, c'est un écosystème, pour employer cette expression, extrêmement, peut-être je m'en suis mal expliqué, extrêmement maillé. Mais ce maillage ne prend sens parce qu'il y avait un désir, une volonté singulière qui était celle d'une ville, je parle aussi de Nancy naturellement, mais qui était aussi celle de Metz, qui reçoit un équipement culturel de très haute intensité qui s'appelle le Centre Pompidou et qui essaye de se réinventer par rapport à, j'allais dire, une problématique économique que nous avons connue dans notre région et qui était quand même assez terrible. Donc il a fallu sortir de cet état-là et de se réinventer. On va passer à Florence pour avoir le point de vue de Ville Internet par rapport justement à cette stratégie des villes. En tout cas, on a compris votre stratégie de maillage. Florence, tu t'occupes depuis très longtemps d'un label qui est le label Ville Internet, mais qui va bien au-delà de ça, qui est de commencer à réfléchir sur l'accompagnement des villes justement dans leur stratégie numérique et finalement d'aller sur un réseau qui est un peu plus grand et en même temps de regarder comment le numérique peut être un facteur d'évolution et de modernisation. Quelle est ta vision aujourd'hui sur les stratégies de développement des différentes villes qui font partie du réseau Ville Internet ? Alors, donc Ville Internet, c'est 450 collectivités membres en moyenne, hein, puisque chaque année, un peu plus, un peu moins. C'est un label national qu'on remet chaque année à 200-250 collectivités, des plus grandes villes, certaines métropoles. Metz, Saint-Carobaz, pendant des années, une grande pionnière du label Ville Internet. Dunkerque a été labellisé, ou va l'être peut-être même cette année. Et donc, ça, c'est la partie présentation de vos actions, montrer dans une plateforme d'échange d'expériences
basé sur l'échange d'expériences. Et je vais vous faire une proposition, ça c'est sûr, hein, avant qu'on se quitte, sur l'échange d'expériences de manière à pouvoir construire ensemble dans les territoires, pas tant en termes de mutualisation, mais surtout en termes de relation à l'innovation, et plutôt de relation à l'innovation dans une logique d'acculturation, d'apprentissage, qui est constant, qui est continu, on n'arrête pas, tous ensemble, ici on découvre, on est des experts mais on découvre sans arrêt, et c'est pareil pour les collectivités, et aussi un réseau qui leur permet de se comparer les unes aux autres, et non pas en termes de compétitivité, puisqu'on est dans le secteur public pour mémoire, mais en termes de qualité du service public. Et nous, notre enjeu, c'est basé sur cette notion de comment le service public est rendu dans le cadre et avec les outils de l'innovation, et comment il va être porté aux citoyens dans une logique socio-centrée, ce qui serait l'originalité d'un modèle français de la ville intelligente partagée, titre du rapport qu'on a remis au ministre des Affaires étrangères avec Hakim Oural il y a quelques mois, et dans lequel on essaye de montrer qu'effectivement en France, il n'y a pas un modèle, mais il y a des modèles, et qu'aujourd'hui, si les villes françaises ne sont pas du tout dans les classements internationaux de la Smart City, même si elles sont très nombreuses à Las Vegas avec leur start-up, elles ne sont pas vraiment reconnues, et les villes francophones globalement ont du mal, et donc il y a un enjeu à cette relation à l'international pour que l'échange d'expériences qu'on est capable de faire très bien maintenant avec les grandes villes françaises engagées dans l'innovation, même si elles n'ont que 200 habitants, ça reste des grandes villes innovantes, des vraies collectivités qui s'emparent de ce sujet et qui font des services publics pour tous, pour les citoyens, qu'ils protègent, qu'ils garantissent avec la confiance qu'on a en l'administration publique. Alors l'innovation, pour nous, vous l'avez compris, elle est d'abord sociale, elle est d'abord citoyenne, elle est d'abord sur l'identité du citoyen, sur sa capacité à vivre dans son espace public, dans un espace public qui reste un espace public, et y compris être capable de contribuer en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employé, en tant que salarié à la dynamique économique locale. Ce que je voudrais juste dire, c'est ce qu'on est capable d'imaginer en France et ce qu'on a très bien fait tout au long de l'application innovante des règles républicaines, liberté, égalité, fraternité, etc. C'est cette capacité à échanger et à partager. Ça, on sait le faire dans notre territoire et nos réseaux le montrent, mais on sait le faire au-delà du territoire. Et je pense qu'avec le sujet du numérique, et on l'a souligné dans le rapport, ce qui est peut-être très essentiel, c'est de ne pas penser franco-français. C'est-à-dire qu'il y a le rayonnement de la France, c'est un sujet dont on a parlé avec le ministre notamment et avec surtout nos interlocuteurs à l'international, mais il y a aussi la capacité d'absorber ensemble des enjeux qui concernent les grandes crises mondiales, qui sont des enjeux qu'on doit traiter en coopération internationale. On a en plus des fonds, notamment en France, sur la coopération internationale, l'Agence française du développement, la direction de l'activité extérieure des collectivités locales, et j'en passe, qui font l'innovation ensemble, et on doit le faire pour affronter les crises, qu'elles soient démographiques, qu'elles soient climatiques, ou qu'elles soient économique étant un résultat des autres crises, mais également économique. On va vers ça, donc on doit ensemble, c'est une garantie d'impact social qui dépasse la France et dans lequel les entreprises ont un rôle fondamental à jouer parce qu'elles ont un rôle d'entretien d'une éthique. Si nous ne savons pas construire ensemble avec les académiques, les chercheurs, les universitaires, les politiques et les chefs d'entreprise, l'économie, une éthique de l'innovation qui va poser des règles nouvelles dans une nouvelle science de la ville, nous n'arriverons pas à tenir face aux crises et nos innovations vont paraître bien peu de choses et risquent de partir en lambeaux très vite. Aurélien Briette, au niveau de votre stratégie d'innovation, donc il y a Florence qui invite à penser en tout cas comme stratégie de développement, de penser au-delà de la France. Et ce qui va un peu dans cette idée du CIVIM, c'est-à-dire de créer un réseau, en tout cas de maires, justement, où on arrive à avoir une pensée globale, tout en pensant local, pour reprendre un vieux slogan. Voilà, d'un film que je tairai. Et donc, est-ce que vous aussi, vous pensez le global en le pensant local? Quelle est votre stratégie, donc, Aurélien Briette, sur la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer? Alors, merci. Déjà, la position et la proximité avec mes deux voisins fait que je suis obligé de penser nécessairement global, à l'est et à l'ouest.
sachant qu'au nord, on a nos amis du bassin minier, et au sud, on a le bassin minier des Hauts-de-France, avec le Louvre-Lens, qui est en écho à ce qu'on évoquait ensemble sur notre discussion. Et puis, bien sûr, la Belgique, qui est aussi une référence sur les sujets d'innovation et dont on a beaucoup à s'inspirer, parce qu'ils ont vraiment des méthodologies de conception et de design qui sont assez innovantes. Alors bien sûr, on se pose dans une logique également d'écosystème. Aujourd'hui, le pays de Saint-Omer, c'est un territoire qui est la fusion de 5 intercommunalités préexistantes. Vous connaissez sans doute Saint-Omer à travers, non pas sa ville-centre, qui n'est pas plus puissante que les villes qui l'entourent, puisque juste à côté de Saint-Omer, il y a Arques, et vous avez sans doute tous bu ce midi, ou mangé dans une assiette. Et donc Arques, c'est le leader mondial des arts de la table. Un site qui a employé 15 000 employés il y a encore une petite dizaine d'années, et qui a subi une restructuration assez forte et qui a positionné des difficultés sur le territoire. Quand ces difficultés sont arrivées, le territoire a souhaité, et accompagné en cela par l'État, dans le plan de reprise sur le site d'Arques, appuyer son développement et son redémarrage, notamment par le numérique. Donc on a eu une stratégie qui s'est mise en place progressivement, et surtout une fédération d'acteurs locaux, d'intercommunalités préexistantes, qui ont décidé de façon collective de prendre en main leur destin. Ce qui fait que quand la loi NOTRe est arrivée, les acteurs locaux étaient déjà prêts pour une fusion territoriale. Ce qui fait qu'on a pu aller plus vite dans cette fusion des territoires, là où c'est encore aujourd'hui assez difficile, et c'est déjà une posture d'innovation et de réseau, puisque déjà en intra, sur un territoire à l'échelle du bassin de vie qu'il est nécessaire d'avoir pour traiter la question du numérique, il faut le traiter à l'échelle du bassin de vie, de façon à pouvoir traiter de façon cohérente la question sociale et sociétale qu'est le numérique. On a eu cette démarche directe de volontarisme, et ce qui fait qu'à la création du projet de territoire, de ce qu'on appelle aujourd'hui la station, qui est notre tiers-lieu d'innovation, on a acheté de façon commune et volontaire la gare à la SNCF pour en faire le lieu d'innovation du territoire. On avait 50 ans d'histoire industrielle sur ce territoire, une véritable culture du salariat très forte. On entreprend moins à Saint-Omer qu'ailleurs en région Hauts-de-France, et on entreprend moins en région Hauts-de-France qu'ailleurs en France. Alors vous imaginez la situation locale. Donc, comme on n'avait pas de start-up, comme on n'avait pas de lieu où on apprend à faire du coworking ou des incubateurs, etc., et où on avait une très faible culture numérique, eh bien on a raisonné à l'envers. On a proposé à la population un tiers-lieu d'innovation, de façon à faire que chacun, dans son bagage, dans son ADN, il ait le numérique, il ait l'esprit d'entreprendre et la volonté d'entreprendre. Et ça, c'est devenu le fer de lance de notre territoire, avec un lieu totem, on en parlait ensemble à l'instant, qui est, ne serait-ce que pour la petite anecdote, la gare d'agglomération dont la SNCF va devenir locataire, puisqu'on lui a racheté. On la rénove actuellement, et vous avez un petit site internet, si vous tapez la station Saint-Omer, vous verrez que c'est assez étonnant, où on prototype déjà aujourd'hui les usages qui seront dans la gare demain. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé un pavillon préfigurateur devant cette gare pendant les 3 ans de travaux, de façon à ce que la population puisse déjà se frotter. Mais pour nous, c'est un POC. C'est un POC de façon à ce que, un POC, donc Proof of Concept, démarche de design, etc., de façon à ce que les habitants puissent déjà se frotter aux enjeux du numérique. Et on a 15 000 personnes aujourd'hui qui sont venues s'initier, se frotter à la technique de design numérique, de construction, de Fab Lab, etc. Et on raffine la matière, on raffine la façon dont l'offre sera faite quand le bâtiment de 3000 m² sera livré. Donc on a un 20e aujourd'hui. Pour ceux qui ont joué étant petit avec des petites voitures, moi je joue tous les jours avec des voitures, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc on aura l'échelle réelle qui sera livrée le 15 novembre 2019. Et donc on a aussi utilisé les méthodes du design pour réaliser ce prototype. On a créé une association qui gère ce lieu. On a lancé un décompte, un J-500. Et cette association, c'est une véritable start-up de territoire qui fédère les industriels dont j'ai parlé tout à l'heure, les 5 intercommunalités dont on avait parlé initialement, et puis les acteurs de l'enseignement, de la formation,
de l'emploi du numérique sur le territoire, de façon à faire une pénétration forte de tous les acteurs. Et donc ça nous permet d'avoir, excusez-moi pour l'anglicisme, mais un scale-up. On monte à l'échelle, on doit passer du 1/20e aujourd'hui au 1/1e dans 365 jours. Et donc la start-up que l'on a créée, elle doit faire sa mise à l'échelle. Avec une volonté, puisque vous parliez de réseau, de pouvoir avoir sur les centres-bourgs de l'agglomération des mini-stations. Alors le terme, il faudra le brander, comme disent les Américains, mais des stations au plus près de chacun des bassins de vie intermédiaires que l'on a sur le pays de Saint-Omer. Et ces mini-stations donc, alimentent la station en centrale pour cette recherche de créateurs ou à l'inverse de médiation numérique. Et en écho, on travaille avec Euratechnologies, qui est l'incubateur par excellence en France, voire le plus gros incubateur en Europe, dans la métropole, de façon à faire réseau. Là où nous, on arrivera à nos limites en termes de capacité d'accompagnement de créateurs et de start-up, eh bien, on a un grand frère pour la partie développement d'entreprises innovantes. Et puis avec TechShop, Leroy Merlin, qui est la référence sur la notion de Fab Lab et de médiation dans les loisirs créatifs et dans la volonté pour des créateurs de pouvoir s'initier. Voilà, donc on travaille nécessairement en réseau, soit à l'échelle au-dessus, et là on rejoint la notion de French Fab, soit à l'échelle en dessous, en ayant une solidarité territoriale de façon à infuser. J'ai vu une interview sur le T-Bag, je ne sais pas si vous avez vu cette interview d'une DRH française qui expliquait ce que c'était que le numérique. Être Chief Digital Officer aujourd'hui, c'est être un sachet de thé. Voilà, donc on est des sachets de thé. Voilà. On infuse. Donc, Jeanne Carrez de Boc, on voit que les territoires ont besoin d'être accompagnés. On sait que la Banque des territoires est un outil privilégié. Vous vous occupez spécifiquement de la Smart City. C'est un enjeu fort de développement économique. La première question que je souhaiterais vous poser porte finalement sur l'action que vous portez à la Caisse des dépôts pour promouvoir l'approche Smart City dans les villes, car on voit aujourd'hui à travers les projets qui ont été énoncés que sans accompagnement, sans soutien de la CDC, on n'y arrive pas. Quel est votre point de vue, Jeanne Carrez Botebos? Alors, on m'entend. Bonjour à tous. Donc nous, la Caisse des dépôts et particulièrement la Banque des territoires, qui est l'entité qui regroupe toutes les activités de la Caisse des dépôts auprès des territoires, on est un acteur historique de la ville. Et il y a 2 ans, on s'est dit, en tant qu'acteur historique de la ville, il faut qu'on puisse accompagner les territoires dans leur transition numérique. On a regardé ce qui se faisait à l'étranger, dans les grandes métropoles, etc. Et très vite, on s'est intéressé aux villes médianes. Très vite, on s'est dit, c'est notre rôle, nous, d'aller accompagner ces territoires dans l'innovation. Alors, on s'est rendu compte aussi que de nombreux territoires ont déjà engagé, comme on l'a vu ici, beaucoup d'actions liées à la ville intelligente. Il y a toutes celles qui ont été citées ici, mais il y en a plein d'autres. Les collectivités renouvellent leurs relations citoyens avec des nouveaux outils. La participation citoyenne est renouvelée. On a la mobilité, le stationnement intelligent, etc. Enfin, il se passe vraiment plein de choses. Ce qu'on voit aussi, on a identifié dans ces territoires, villes médianes et plus petits territoires, un certain nombre de freins à l'innovation. Alors, parfois une ignorance des solutions existantes. Parfois une ignorance du coût-bénéfice. Je vais citer comme exemple l'éclairage intelligent. Aujourd'hui, on sait bien que si on transforme notre parc d'éclairage en LED, on va faire de nombreuses économies. En revanche, si je passe à de l'éclairage intelligent, c'est-à-dire du pilotage en temps réel, etc., ça va me coûter un peu plus cher. Et finalement, l'économie ne va pas être énorme parce que la grosse économie sera faite par le LED. Donc pourquoi aller plus loin? Donc on n'a pas forcément une connaissance de ces coûts-bénéfices. On voit aussi qu'il y a des manques de ressources internes, complexité juridique, soumission au Code des marchés publics. Et nous, la Caisse des dépôts, on est aussi soumis au Code des marchés publics et on connaît ces difficultés. Des contraintes financières qui sont fortes. Et puis parfois une incertitude sur la fiabilité des solutions proposées. Une collectivité, elle se dit, si je travaille avec cette start-up et puis que dans 6 mois, elle n'est plus en vie, comment je fais? Et alors, parallèlement, ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps, on a regardé le sujet et on voyait que les offres des start-up et des grands groupes pour les villes... Laisse tranquille Jeanne, Benoît.
Ah, il ne faut pas me perturber. Oui, mais du coup, tu la perturbes. On voit bien que, et aujourd'hui, on voit que les grands groupes et les startups commencent à adapter leurs solutions aux villes médianes. Et il y a 1 an et demi, c'était encore assez balbutiant, et je trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus, elles commencent à essayer d'adapter leurs solutions, voyant que c'est un sujet, tous ces territoires. Et donc, pour nous, notre action, pour répondre à ta question, notre action pour les territoires villes médianes, elle a plusieurs volets. Elle a un premier volet qui est le programme Action Cœur de Ville, donc piloté par l'État et dans lequel on est un partenaire très actif. Et dans ce programme Action Cœur de Ville, qui a été présenté ce matin par le responsable de ce programme à la Caisse des dépôts, Michel-François Delannoy, qui est dans cette salle, dans ce programme, en fait, on a un volet ingénierie, donc accompagnement des collectivités locales à la structuration de leurs projets. Et on souhaite participer à hauteur de 100 millions d'euros, cofinancés à hauteur de 100 millions d'euros sur 5 ans, des sujets d'ingénierie pour la revitalisation des cœurs de ville des villes médianes. Et dans ces 100 millions d'euros, on s'est dit il faut qu'on sanctuarise 50 millions d'euros sur les sujets innovation, sur les sujets Smart City. Et pour nous, ça a été, on s'est dit, il faut qu'on accompagne ces collectivités à prendre ce virage. Et je répondis sur ce que vous disiez, cette question de culture, cette question de nouvelles méthodes. Donc nous, ce qu'on propose, et là, d'accompagner les collectivités à travers un peu trois volets sur cette ingénierie, en fonction de leurs besoins, vraiment en fonction de leurs besoins. Certaines collectivités auront besoin plutôt d'études stratégiques. Quelle est ma stratégie numérique avant d'aller rentrer dans les projets ? D'autres collectivités sont plus mûres et ont besoin d'ingénierie très opérationnelle, d'études de faisabilité. On a aussi, vous parliez de méthodes de design thinking, on souhaite aussi développer, accompagner les collectivités dans des nouvelles méthodes de travail. Et honnêtement, nous aussi, il faut qu'on se l'applique à nous. Hein. Je veux dire, on est aussi, nous aussi, dans les débuts dans ces sujets-là. Et puis, on a un sujet qui me tient à cœur aussi, qui est l'expérimentation. Et c'est un peu nouveau pour nous. Traditionnellement, on cofinance des études, mais là, on sanctuarise une poche pour accompagner les collectivités dans les expérimentations. Et on voit déjà que des startups, des entreprises viennent nous voir en nous disant « on veut expérimenter ça sur le territoire, comment on fait ?» Et nous, on leur dit « nous, on ne va pas vous financer, vous. Allez voir des collectivités, expérimenter quelque chose, parce que pour nous, il y a un vrai sujet de passage de l'idée au projet, et l'expérimentation, ça va plus loin que l'étude, c'est vraiment on fait. On a d'autres actions, alors peut-être que vous voudrez que j'y revienne, et allez-y, parce qu'on a d'autres actions, nous, sur ces sujets pour accompagner les territoires. Et très rapidement, on investit dans des startups pour accompagner ces startups à rendre le marché plus mûr pour qu'elles puissent proposer des offres aux collectivités. Et puis un troisième sujet, j'en parlerai si j'ai le temps, on construit un annuaire des entreprises de la Smart City pour que toutes les entreprises puissent se référencer sur notre site et pour que les collectivités locales, quand elles cherchent une solution, se disent tiens, qu'est-ce que je peux faire sur mon sujet, qui existe, quels sont les prestataires qui existent, puissent aller trouver de l'information. Je m'arrête là, j'espère que j'ai pas été trop longue. Mais on a le temps. Vous êtes tous stressés, pour l'instant c'est moi le maître du temps, pour l'instant tout va bien. Benoît, tu voulais réagir, on t'a vu bouillir 2 fois. Alors, il faut que tu nous expliques la première action où tu as perturbé Jeanne. Et après, la deuxième fois, pour qu'on t'écoute. Et puis, n'hésitez pas à intervenir. C'est d'ailleurs plus vivant. Donc, merci aussi, Benoît, de cette attitude-là. C'est plus intéressant quand vous avez chacun envie de communiquer les uns avec les autres. Benoît, on t'écoute. Non, bravo. J'avais d'être allé au bout, mais je voulais encourager ce que vous avez dit. Donc, c'était positif. C'était pas pour vous mettre mal à l'aise du tout. Juste pour dire au Québec, en effet, et puis c'est pour ça que je bouillais sur ma chaise, parce que la mission d'IVEO, c'est l'expérimentation. Et je pense qu'aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de la chaîne d'innovation, puis la recherche jusqu'à l'exportation, qui est la finalité. Mais avant d'arriver là, il faut démontrer ce que vous disiez, là, le bénéfice de la technologie, la faisabilité, est-ce que ça fonctionne, est-ce que les utilisateurs, l'acceptation sociale de l'innovation, tout ça, avant de le déployer mur à mur dans une ville ou sur un territoire, l'approche qu'on a chez IVEO dans notre façon de travailler, entre la liaison qu'on fait entre les entreprises innovantes et les territoires et les villes, c'est justement de passer par ce stade qui est à mon avis fondamental dans la chaîne d'innovation, qui est l'expérimentation. Et je parlais tout à l'heure du financement, puis c'est pour ça que je trouvais intéressant votre approche. Comme je disais aussi au Québec, au Canada, pour ceux qui connaissent, la recherche et développement est très très subventionnée, beaucoup de fonds, de crédits d'impôt, de subventions. Mais dès qu'on arrive dans cette phase de pré-commercialisation, expérimentation, pré-commercialisation, il n'y a plus rien.
Et donc au niveau de notre gouvernement, on a beaucoup poussé pour avoir des fonds pour financer ces projets pilotes, ces projets d'expérimentation, qui sont aussi une façon pour les villes médianes et les petites et les moyennes villes d'absorber plus facilement l'innovation, parce qu'on va y aller avec une petite bouchée à la fois, plutôt que de penser qu'on va déployer à travers la ville dès le début. Et quand on parlait d'échanges entre les collectivités ou les villes, je pense que ce qui est important, c'est d'échanger justement sur ces projets d'expérimentation et d'éviter de les dupliquer pour que l'argent qui a été mis dans une expérimentation puisse servir à l'ensemble des partenaires qui peuvent après, j'appelle ça dérisquer l'innovation. Là, c'est être aussi rassuré de se dire, ben, ça a marché sur un projet pilote à petite échelle avec des budgets plus réduits. Et là, on est plus confortable de faire le fameux scale-up ou le transfert de connaissances parce qu'on sait dans quoi on s'embarque. Donc c'est pour ça que j'ai été tout excité positivement de votre commentaire. Jeanne, vas-y, n'hésite pas à réagir. On a vraiment cet enjeu de capitalisation des expérimentations. Et nous-mêmes, on est passé à la base par une phase d'expérimentation de nos propres savoir-faire. Et la capitalisation, elle est compliquée. On dit toujours qu'il faut évaluer nos expérimentations. Et puis en fait, on n'a peut-être pas prévu les bons critères au départ. Il va falloir être vigilant là-dessus. Et nous, en tant qu'acteur national, il faut qu'on arrive véritablement à capitaliser et à faire profiter tout le monde de ce qu'on aura vu. Est-ce qu'il y a une autre réaction du coup? Oui. Ah, si, non, pas sur la Caisse des dépôts, sur le... Non, mais c'est un clin d'œil, puisqu'on a beaucoup travaillé avec la Caisse des dépôts et on a une relation vraiment très amicale avec les... On va faire passer. Mais je pense que la Caisse des dépôts apprend beaucoup. Vous l'avez dit vous-même à juste titre, la Caisse des dépôts apprend beaucoup du monde des startups. La notion de risque, d'évaluation du risque, et puis se frotter à des projets, pour le coup, innovants. Et je pense que ça peut vous être effectivement très utile de vous projeter dans ce monde qui n'était pas, je reprends à peu près ce que vous avez dit, qui n'était pas votre monde traditionnel. Hein. Je rappelle, si je ne dis pas de bêtises, la Caisse des dépôts, ça date de l'époque de la Restauration, si je m'en souviens. Je ne sais jamais si c'est Louis XVIII, Charles X ou Louis-Philippe. Mais donc effectivement, vous êtes un de nos grands partenaires. Alors c'est intéressant parce qu'en termes de partenaires, peut-être m'étais-je mal expliqué, mais je reviens là-dessus, mise en réseau interne et mise en réseau externe, ça me semble très important. Et je suis très heureux de découvrir aussi ce projet de Saint-Omer parce que j'y vois des parallèles, des points d'analogie et de comparaison assez importants et remarquables. En particulier, mise en réseau, ce qui n'est pas évident, avec le monde des créateurs. On va attendre peut-être. C'est compliqué, hein. Alors, oui, on est attendu. Oui. Mise en réseau, par exemple, avec le monde des banques et le monde, ça peut paraître curieux, et le monde des startups. Je veux dire par là que très souvent, les jeunes start-upers qu'on en a à peu près 70 chez nous, le bordage économique, le bordage juridique, le bordage financier, administratif, ils en ont peur, ils ne savent pas le faire. Donc on est là aussi pour leur amener une expertise. En particulier, on parlait d'incubateurs. Nous allons recevoir très bientôt, on a reçu peut-être, vous connaissez l'incubateur SEMIA, qui est porté par la région Grand Est, qui est un incubateur d'excellence et qui donc va être à TC1 un Digital Center 89 C3, la BPCL, donc la Caisse d'épargne et la Banque Populaire, qui viennent d'ouvrir un de leurs rares Digital Centers en province. Mise en réseau aussi avec l'Université de Lorraine. Donc l'université, c'est un petit peu compliqué effectivement d'être dans la continuité. Alors, donc je reprends donc cette mise en réseau et puis naturellement la mise en réseau avec en particulier d'autres tiers-lieux. Je pense, si vous connaissez le Shadok à Strasbourg ou le Darwin à Bordeaux. Voilà. C'était pour bien vous dire qu'un écosystème, c'est pas simplement, comme vous le savez mieux que moi, centré sur lui-même, mais c'est ouvert, véritablement. Il y a Florence Tornaret pour Ville Internet qui voulait réagir. Après, on ira sur vous. Donc, je voudrais qu'on garde 2 mots dans cette ambiance Carrefour. On passe des annonces au Civim. Si on peut passer le message à l'accueil que ça perturbe la conférence, tu peux y aller. Merci. Voilà.
Donc on capitalisera sur la sonorisation. Donc désolé pour cette ambiance Carrefour Market du Civim. Non, ça insiste. Gardez vos 2 réactions. Je m'en excuse. En principe, là, je viens de le faire. Donc je retiens 2 choses de ce que vous avez dit, entre autres, avant Florence d'outrepasser, c'est cette idée de capitaliser l'expérimentation en réseau. Florence, tu voulais réagir ? Oui, je voulais réagir. Bon, c'est un peu mon caractère de mettre un peu les pieds, les grains de sable, etc. Mais tout ce dont on parle, il y a une problématique qu'on n'évoque pas. Et c'est peut-être pas le lieu complètement, mais c'est le financement de cette ville intelligente dont on parle. Parce qu'on a une espèce de... J'aimerais, et on travaille nous là-dessus à Ville Internet, enfin théoriquement en tout cas pour le moment, mais j'aimerais qu'on arrive à faire le pont entre le monde de l'entreprise, qu'elle soit start-up ou pas, parce que nous on travaille assez bien par exemple avec le Synovaiti, 900 entreprises du numérique TPE, PME en France, dans tous les territoires, qui bossent sur le BIM, sur tous ces sujets que vous connaissez par ailleurs, qui ne sont pas des start-up, qui parfois font semblant, ça marche mieux parce qu'elles trouvent des fonds. Enfin bon, on a un problème à la fois d'investissement, et ce n'est pas mon métier, c'est pour ça que je réagis un peu à votre intervention, mais c'est bien le métier de la Caisse d'essayer de faire cette synthèse entre l'argent public, l'argent privé, le secteur privé, le secteur public. Or, la ville intelligente fait quelque chose d'impressionnant, notre ville intelligente en France en tout cas, c'est qu'elle oblige, parce qu'il y a ces enjeux républicains, parce qu'il y a une très forte politique de dématérialisation des services publics depuis 20 ans. Le numérique en France a commencé par la dématérialisation des services publics. C'est des services publics, hein, j'entends bien. Et c'est vraiment très important de se rappeler ça. Et donc aujourd'hui, on est un peu dans un carrefour bizarre, où tout le monde se court après en cherchant l'argent des autres. Et donc il faut arriver à décrisper ce problème-là, à faire avec moins d'argent probablement aussi, même si c'est des gros mots. On parle beaucoup des principes de l'urbanisme tactique, vous savez, où on est sur des petits projets rapides, avec le moins d'argent possible et le plus d'énergie humaine possible. C'est ceux-là qui vont se pérenniser le plus longtemps en général. L'histoire l'a montré d'après nos universitaires qui ont fait les recherches en question, dont on a les références dans le rapport si vraiment vous nous cherchez des noises. Non, je ne dis pas ça en l'air. Et donc voilà, essayez de faire ce lien. Nous, on va essayer de le faire notamment lors de notre événement là en janvier, où on va exceptionnellement être pour une fois à côté d'un salon, chose qu'on n'a jamais fait avec AP Connect. Bon, alors c'est des gens des mutualistes, on a beaucoup de mutualistes qui font la synthèse avec ces critères éthiques qu'ont les mutualistes. C'est assez intéressant. Les mutualistes sur l'innovation, regardez la Banque française mutualiste, regardez la Mutuelle nationale territoriale, regardez la Maïf. Ils font une synthèse assez intéressante, notamment sur les enjeux de financement, qu'il faut réfléchir, parce que les villes françaises aujourd'hui n'ont pas les moyens de financer le numérique, tout autant qu'elles n'en ont pas la compétence officielle. Alors, ne comptez pas non plus complètement sur elles, mesdames les start-upeuses et les start-upers. Ce n'est pas elles qui vont être vos clients immédiats avec le gros argent, si je puis dire, parce qu'elles ne peuvent pas aujourd'hui le faire en France. Et donc, il faut inventer ce système d'économie circulaire que vous savez bien gérer dans vos propres univers. Voilà. Alors, il y a 3 réactions. Est-ce que, du coup, je vais vous demander, Aurélien, ton intervention est toujours bonne? Dans ce cas, je te passe le micro, après lui et après Isabelle. Oui, donc dans cette intervention de la Caisse des dépôts et dans celle qui a suivi, il y a à mon avis, un sujet qui est important pour les territoires médians, et c'est ce que j'ai pu avoir comme explication dans la création de ce projet aux élus, qu'on va dire potentiellement les moins prêts à cette démarche de transition, de mise en mouvement, etc. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une culture du risque, en fait. Pourquoi c'est compliqué pour la Caisse, pourquoi c'est compliqué pour nos territoires, pour nos élus? C'est cette culture du risque. Alors il faut le prendre à l'envers. Si on prend la question à l'envers, c'est ce que j'ai fait auprès des élus principalement ruraux qui voyaient ce sujet de l'innovation et des sommes qui, quand elles commencent à s'afficher, peuvent potentiellement donner le tournis pour une commune de 200, 300 habitants. Je leur ai simplement demandé si on ne le fait pas. Vous pouvez me faire la carte postale de notre territoire dans 10 ans si on ne décide pas d'innover sur des territoires de taille médiane. Vous savez ce qui va se passer? Voilà. La question, elle est simple.
Aujourd'hui, pour nos territoires de taille médiane, c'est innover ou mourir. Si on ne le fait pas, on restera là, et si on reste là, les autres, eux, sont en train de bouger. C'est un vrai enjeu aujourd'hui. Isabelle, tu voulais réagir. Et donc on a besoin de la Caisse des dépôts pour mener ce défi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un... Attends. Jeanne, tu veux réagir? Isabelle, tu sais ton tour de parole. Après, on parle de la Caisse des dépôts, je dois réagir. Parce que je n'ai pas eu le temps de terminer nos différentes palettes d'interventions. Il y en a une qui n'est pas des moindres, qui est l'investissement dans les projets. Et dans ce programme Action Cœur de Ville, alors qui concerne 222 villes médianes, hein, on a prévu de co-investir sur les territoires, donc faire effet levier sur les fonds privés, sur les territoires, 900 millions d'euros sur 5 ans, donc avec des objectifs très ambitieux dans différents projets. Donc tout ne sera pas des projets innovants, on sera sur des projets de bâti, de rénovation du bâti, etc. Mais on sera aussi sur des projets innovants et nous on réfléchit là sur des nouveaux montages financiers pour la rénovation énergétique, des nouveaux montages innovants pour financer la mobilité. Enfin, on réfléchit à tous ces sujets, mais qui sont honnêtement très complexes et on le sait tous. Hein. Alors, il y avait lui, avant Isabelle. Juste, non, pas de problème. De notre point de vue j'aime bien prestataire, pour moi étant un jeune prestataire en relation avec les collectivités et la ville, et donc répondant à des appels d'offres publics, aujourd'hui ils sont complètement inadaptés à la fois en termes de taille, je mets moi aussi le grain de sable et les pieds dans le sable, ils sont inadaptés en termes de taille et ils sont inadaptés en termes de structure et de méthode. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des corridors d'innovation avec l'accent et de pouvoir partager des choses, mais il ne faut surtout pas copier-coller parce que chaque territoire a sa propre identité. Et le problème, c'est que quand un sujet devient trop complexe, ça donne lieu à un énorme appel d'offres qui est très complexe, qu'aucun être humain réel dans la salle n'est capable de maîtriser tellement c'est compliqué. Et donc du coup, plus personne ne sait le maîtriser et donc du coup, on le copie-colle. Et ça, c'est très dangereux. Et c'est aussi parce qu'en termes de surface, il n'y a que des gros qui peuvent répondre. Et après, même si on ne parle pas de taille d'appel d'offres, la structure, nous, on nous sollicite beaucoup pour dire on adore ce que vous faites, on a envie de méthodes agiles, on adore que vous fassiez du design et que vous développiez derrière et que vous refassiez du design et qu'entre les deux, vous alliez faire du test utilisateur pour vérifier que c'est bien. Comme ça, on prend un petit problème, on vérifie que c'est bon, puis après, on construit un deuxième petit truc, et ainsi de suite. Sauf que quand on répond à un appel d'offres, on nous dit alors il faut répondre à l'appel d'offres entier, et puis dedans, il faut que vous soyez agile. Alors nous, on dit bon, d'accord, on va essayer d'être agile, mais. Et là, on nous dit il faut quand même faire tout ce qui est marqué dans l'appel d'offres. Ah ben oui, mais à ce moment-là, on ne peut plus être agile. Alors, il faut suivre le cycle classique, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a aussi des choses à changer qui ne vont pas être forcément évidentes. Et je pense que c'est dans la finesse de la détection des éléments clés dans le territoire que chacun va trouver, chaque ville, chaque territoire va trouver ses spécialités. Et pour être fin comme ça, il faut aller expérimenter et utiliser les nouveaux modes de financement et d'expérimentation. Et je pense que IVEO est très fort là-dedans, mais clairement, la Banque des Territoires peut aider. Hein. Isabelle. Quoi donc? C'est fini? Ah, tu vois, tu continues à perturber. Non, je voulais réagir sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos des compétences des collectivités. Effectivement, on n'a pas forcément la compétence numérique. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une innovation qui est fondamentale pour tout le monde, c'est peut-être aussi nous, collectivités, notre changement de pensée, changer notre façon d'agir aussi et ne plus être refermé sur nous-mêmes. Aujourd'hui, une collectivité, si elle veut avancer, d'abord, il y a les fusions. Il faut qu'on soit suffisamment autonome en termes financiers et parfois, c'est très compliqué. Mais si on ne s'empare pas du sujet numérique, on aura aussi nous-mêmes raté notre transformation parce qu'après tout, si on s'est emparé de cet outil, c'est parce qu'en interne des collectivités, vous avez parlé de la dématérialisation qui est là depuis très longtemps, on y est contraint de plus en plus à l'intérieur, mais ça veut dire que nos agents et nous-mêmes en tant qu'élus, on est aussi obligés de changer de mode de pensée et de revenir, de s'ouvrir en fait au monde qui nous entoure. Parce que quelque part, en tant que collectivité, on a vivoté sur un certain nombre de principes, on a utilisé les outils, y compris les outils financiers, y compris la Banque des Territoires, quand on en avait besoin. On ne s'est peut-être pas forcément tourné suffisamment vers les entreprises
vers tous ces outils qui sont à notre disposition pour dire comment on peut co-construire, comment est-ce qu'on peut mener un travail partenarial pour avancer ensemble. Parce que si on va chercher de l'innovation, si on va chercher des startups, c'est aussi pour que ça nous serve en interne, c'est aussi pour nous permettre, nous, de changer nos façons de faire et d'aller plus vite. Et quand je dis d'aller plus vite, ça ne veut pas forcément dire supprimer des emplois, c'est aussi permettre aux agents d'être plus agiles et dans leur quotidien et de se passer de tâches qui sont rébarbatives et répétitives pour aller se concentrer sur des choses nettement plus valorisantes. C'est aussi ça notre rôle en tant que collectivité. C'est aussi moi ce que je veux, c'est mettre en synergence les entreprises, les associations. Et là, je vais prendre 2 minutes ma casquette mission Écoterre pour dire qu'on vous accompagne aussi au quotidien et qu'on peut aussi avancer là-dessus. Et c'est tous ces outils-là et toutes ces facettes en fait de notre territoire qu'on doit mettre autour de la table et avec qui on doit discuter. Après, sur des petits territoires, parce qu'Aurélien parlait de territoires de 200 habitants, il y a aussi des outils qu'on a en termes d'innovation qui sont plutôt assez fun, c'est la mutualisation. Nous, sur la communauté urbaine, sur un certain nombre de concepts, on mutualise, c'est-à-dire qu'on a l'entité communauté urbaine, on a nos 17-18 communes autour. Dans les petites communes, effectivement, il n'y a pas les savoir-faire, il n'y a pas les spécificités, il n'y a pas la technicité, parce qu'on ne peut pas avoir un expert sur tout. Par contre, la communauté urbaine peut l'avoir, la Banque des territoires peut l'avoir, Ville Internet peut l'avoir, IVEO pourrait l'avoir aussi par la même occasion. Il y a beaucoup de structures qui ont cette spécificité. Et mutualiser sur ces sujets est très intéressant et réduit les coûts. On est aussi dans un contexte, je vous l'avais dit, de baisse de dotation. Et quand on a un peu moins d'argent, on l'a dit tout à l'heure en off, on a des idées. Et c'est pour ça qu'on se transforme. Juste, Benoît, parce que la table ronde arrive à sa fin, je voudrais voir quand même qu'on ait un échange si vous avez des questions. Il y a 3 mots-clés qui me paraissent importants dans ce que vous avez énoncé dans la table ronde. Il y a effectivement capitaliser l'expérimentation. Vous avez posé la question du financement de l'expérimentation, mais l'autre chose, vous avez aussi pris la prise de risque de l'innovation, à la fois sur y aller et sur la question des financements, parce que finalement innover, c'est une prise de risque pour le territoire et en même temps vous avez posé la question de sa survie en termes d'innovation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou sinon je laisse la parole à Isabelle, oui bien sûr. Dans tout ce que tu viens d'énumérer, Jérémy, il y a aussi quelque chose qui est important pour les collectivités, c'est permettre ces expérimentations, mais nous permettre, nous, je ne vais pas dire nous affranchir du Code des marchés publics parce que je vais me faire lyncher, mais en tout cas de trouver les moyens de l'assouplir pour nous permettre d'expérimenter grandeur nature sur nos territoires et nous permettre d'accompagner des entreprises, des startups, ou juste une idée comme ça qui pourrait être intéressante pour la totalité d'un territoire. Tu as 100% raison, ce qui était l'alerte de lui. On nous demande d'accompagner de l'agilité dans des marchés publics qui ne le permettent pas. Alors, Benoît, je te laisse réagir. Je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant dans la salle. Benoît, je te laisse inaugurer la conclusion. 1 minute chacun pour après conclure s'il n'y a pas de questions dans la salle. Bon, je vais faire donc ce que je vais dire va être ma conclusion, mais c'est très basique. Mais je reviens sur ce que tu disais, Isabelle, c'est la notion quand on parle à nos villes au Québec, quand on parle d'innovation, on leur dit on ne fait pas de l'innovation juste pour le plaisir, puis pour faire waouh et passer dans le journal. Okay, on fait de l'innovation pour améliorer des opérations, optimiser. Aujourd'hui dans les villes, en tout cas au Québec, je pense qu'il y a beaucoup de travail où on peut optimiser par la technologie les façons de faire, réduire les coûts. Et donc le financement de l'innovation, pour moi, tout à l'heure on a donné l'exemple des lampadaires, c'est un investissement, oui, à un moment donné, mais il y a vraiment un retour sur investissement qui est très très fort et d'amener la technologie pour mieux faire et allouer des ressources sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Je vais donner juste un exemple puis je finirai là-dessus. Vous savez qu'au Québec, on a de la neige, une tempête de neige à Montréal, ce qu'on appelle une tempête, donc c'est à peu près 10 cm de neige qui tombe, ça arrive souvent. C'est un budget de 30 millions de dollars pour faire le déneigement des rues. D'accord ? Donc si on sort trop tôt puis qu'il reneige 5 heures après, on a perdu 30 millions. D'accord ? Donc les technologies pour optimiser les parcours avec la météo, les données, s'assurer qu'on va faire une bonne action, eh bien, le payback, il est immédiat. Donc la technologie et l'innovation doivent être vues comme une façon, pour moi, d'optimiser, de mieux allouer les ressources et non pas juste de faire justement du wow pour passer dans le journal. Est-ce qu'il y a des conclusions, de nouvelles interventions? On va prendre les dernières. Toujours pas de questions?
une petite anecdote. Simplement, ce que je peux remarquer en ayant Alors, tout ce qui s'est dit... Je voudrais juste voir les prises de parole. Ok, une petite anecdote. Merci, oui, la petite anecdote. Tout ce qui s'est dit, c'est que je remarque les villes, les institutions sont innovantes. Elles se réinventent. La petite anecdote, c'est très simple. Je suis arrivé donc, par l'autoroute et je vois à certains moments une petite ville qui s'appelle, je crois, Pouilly-Fumé. Donc je m'y arrête. Je m'y arrête parce que je me dis je vais en profiter pour peut-être goûter quelques bouteilles de Pouilly-Fumé. Et je discute avec les vignerons et ils me disent mais qu'est-ce que vous faites là? Parce qu'ils voient que la voiture, c'est une voiture de service. 57, je viens à Nevers et je leur explique c'est la technologie, c'est l'innovation. Ah monsieur, si vous pouviez faire remonter l'information suivante. On est aux loges, les loges, je découvre les loges, qui est ce quartier, si j'ose dire, il n'y a pas Internet, ça ne passe pas. On ne peut pas ouvrir un mail. On a une difficulté pour... Ah non, mais c'est un... Non, vous faites comme ça, mais je crois que c'est important. En tout cas, moi, je ne suis pas élu ici. En tant qu'élu, je ne peux pas ne pas être insensible, si j'ose dire, à cette demande-là. Elle est cruciale, parce qu'elle est cruciale économiquement et commercialement pour eux. Et je leur ai promis, écoutez, je ferai passer l'info. Voilà, c'est fait. Juste pour compléter mon intervention de tout à l'heure sur la prise de risque, quand on prend un risque, des fois on se plante. Et du coup, c'est aussi la capacité à assumer cette prise de risque et donc d'avoir la capacité à se dire qu'on s'est loupé et de l'assumer. Mais ce qui est important dans le fait d'assumer, c'est qu'on est dans une culture de l'innovation. Et quand on est dans la culture de l'innovation, on remonte à cheval tout de suite. C'est un peu ce que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'à un moment, un échec, c'est pas sur le papier un échec, c'est une culture, on a tenté, on a changé, on s'est mis en mouvement et c'est ça qui est le plus important, en particulier pour notre taille de ville, c'est qu'il faut remettre tout de suite l'innovation et la reprise de risque tout de suite derrière. C'est comme dans un incubateur. La première promo, généralement, au bout de 3 ans, il n'en est pas resté grand-chose. Au bout de la deuxième promo, il y en a peut-être une qui devient un début de licorne ou un truc comme ça. Une licorne, c'est une start-up qui a passé une série A, une série B, etc. dans le process de création. Et c'est souvent au bout de la 3e promo d'incubateur qu'on voit sortir un écosystème et un réseau de start-up qui tiennent le coup, qui vivent sur un territoire et qui commencent à créer de la valeur et qui créent autour d'elles de l'effet d'entraînement. Voilà. Donc, prendre des risques et assumer le risque, c'est surtout ça. Louis, tu voulais conclure? Je crois qu'il n'y avait pas d'autres prises de parole. Donc la conclusion t'appartient. Oh là là. Je vais faire un mauvais jeu de mots là. Il y a deux élèves moyens qui copient. Et moi j'ai un peu l'impression qu'on a ça, c'est les villes moyennes, c'est des élèves moyens qui copient et au final la copie finale n'est pas géniale. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est partager, c'est devenir des élèves médians, ça n'existe pas. Mais par contre qu'on arrive à partager, et je pense que au-delà de dire le code du travail est mal adapté, il faut qu'on trouve les bons outils de partage en fait. Parce que ce qu'on fait jusqu'à maintenant, c'est beaucoup de copies et très peu de partage, parce que partager c'est compliqué, c'est effectivement prendre des risques, c'est trouver de l'argent pour pouvoir le faire, c'est devoir se tromper, c'est presque un devoir quelque part, jusqu'à trouver la bonne solution. Donc il faut qu'on apprenne à mieux partager, et je pense qu'on a en France en tout cas tous les outils pour pouvoir le faire. Et voilà. Et ben donc c'est sur cette idée du partage pour l'innovation entre villes médianes qu'on va terminer. Je vous propose de les applaudir. Merci en tout cas pour leur expertise. Merci à vous. On va passer à la prochaine table ronde, si ils sont là, la médecine digitale, questions et opportunités.